Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde qui poursuit les criminels les plus dangereux. Au Texas, quand une fillette de 8 ans est kidnappée dans sa propre chambre en plein milieu de la nuit, c'est un crime immonde. le FBI se mobilise. Quelqu'un qui avait le cran de commettre un tel acte, en avait sûrement commis d'autres. C'est une pulsion incontrôlable, le genre de fantasme sexuel qui dépasse l'entendement. J'avais peur qu'il revienne pour m'achever. Je n'arrivais pas à m'enlever ça de la tête. Enquête FBI. 18 ans plus tôt, dans une petite ville du sud du Texas, une fillette a été kidnappée dans sa maison, attaquée brutalement et laissée pour morte. À l'époque, ma propre fille avait 8 ans. Chaque fois que j'y pensais, ça me terrifiait. L'agresseur n'a jamais été arrêté. On ignorait s'il continuait à enlever des enfants, ou même à en tuer. Le FBI doit décider s'il s'attaquera à ce dossier délicat ou pas. Plus ils en apprennent sur l'agresseur, plus ils se rendent compte de ce qui est en jeu. Il y a un côté sadique dans ses fantasmes sexuels. Il a besoin de voir l'humiliation, la douleur de la torture dans les yeux de ses victimes. C'est ce qui est dangereux, parce qu'il pourrait à tout moment décider sur un coup de tête de réaliser ses fantasmes. 1990, à Dickinson, au Texas. Une femme se réveille et appelle sa fille de 8 ans, Jennifer. Jennifer! Mais la fillette ne répond pas. Come on! We're late! Jennifer? Elle cherche dans toutes les pièces de la maison, sous les lits, dans les placards, mais aucune trace de Jennifer. La mère de Jennifer a dû chercher sa fille pendant 30 ou 40 minutes. Ne trouvant pas sa fille, elle appelle la police. 911. Au départ, on croit qu'elle est chez une amie. C'est un coin très tranquille. Il n'est pas rare qu'un enfant sorte jouer dehors par lui-même. Mais en fouillant la chambre de Jennifer, ils s'aperçoivent que la fenêtre est ouverte. Ils tentent de prélever des empreintes, bien qu'ils doutent que ce soit concluant. Tellement de personnes étaient passées dans cet appartement, sans compter tous ceux qui avaient examiné la fenêtre, que mes efforts étaient vains. Les policiers ignorent si Jennifer a quitté sa chambre de son propre chef ou de force. Mais à Dickinson, au Texas, les crimes violents sont rares. On présume donc que Jennifer a fait une fugue. L'inquiétude croît au fil des heures. Même si elle avait fait une fugue, elle n'avait que 8 ans. Elle aurait pu se perdre dans un champ, ou quelqu'un aurait pu la laisser monter dans sa voiture. On tenait donc à fouiller les environs. Ce jour-là, Cruz Nunez, 9 ans, sort jouer avec des amis Be careful, guys! dans un champ en friche derrière sa maison. Je me rappelle que l'herbe était aussi haute que moi. On traçait plein de sentiers, on se construisait des cabanes. On était à l'abri des regards. Ils avaient à peine commencé leur jeu qu'une amie de Cruz lui crie de sortir de sa cachette. Elle m'a dit d'aller au bout du sentier. J'hésitais, mais elle a insisté. J'avais peur que ce soit un serpent ou un chien. Je ne voulais pas me faire mordre. Hésitant, Cruz s'engage lentement dans le sentier. Il y avait un virage dans le sentier. Et dès que je l'ai franchi, je l'ai aperçu. Une fillette, étendue dans l'herbe, apparemment morte. Elle était entièrement nue.
Il y avait du sang partout et ça m'a bouleversé. Je n'étais qu'un enfant, je n'avais jamais rien vu de pareil. Cruz et ses amis rentrent en courant. J'allais si vite que j'ai raté une marche et je suis tombé dans le salon. Mes parents ont sursauté et m'ont demandé ce qui se passait. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un de blessé dans le champ. Ils sont vite allés voir, puis ont appelé le 911. La police et le personnel de secours se ruent sur les lieux. Ils sont tout de suite persuadés qu'il s'agit de la jeune Jennifer Schuett. Elle s'accroche à peine à la vie. Un hélicoptère transporte Jennifer à l'hôpital de Galveston. Après examen, les médecins déterminent qu'elle a été violée. Mais ce n'est pas tout. On lui a tranché la gorge de part en part, sectionnant ses cordes vocales. J'ai vu les photographies qu'on avait prises d'elle à l'hôpital. Et à mes yeux, c'étaient les photos d'une jeune fille décédée. Voilà de quoi elle avait l'air. Les médecins se démènent pour lui sauver la vie. Ils annoncent à la famille de Jennifer que si elle survit, elle risque de ne plus jamais parler. Compte tenu de ses blessures, c'était un miracle qu'elle soit en vie. Quand on tranche la gorge d'une personne, c'est parce qu'on tente de la tuer. Jennifer étant réduite au silence, les autorités sont impuissantes. La victime était en vie, mais pas en mesure de communiquer. Ils n'arrivaient pas à lui soutirer la moindre information sur ce qui s'était passé. La peur s'empare de tout le personnel de l'hôpital, y compris Sharon McBride, une infirmière qui a une fille de l'âge de Jennifer. J'étais terrifiée à l'idée qu'une chose du genre arrive à ma fille. L'infirmière McBride encourage Jennifer à se battre pour sa vie et à trouver le moyen de dire à la police qui était son agresseur. Je tentais de la rassurer. Je lui répétais qu'elle était très courageuse. Il fallait qu'elle fasse tout en son pouvoir pour aider les policiers à trouver le coupable. D'abord pour qu'il ne puisse plus lui faire de mal, et ensuite pour qu'il ne puisse pas s'en prendre à quelqu'un d'autre. Sachant qu'un criminel dépravé est en cavale, la police de Dickinson ne prend aucune chance. On poste un agent armé devant la chambre de Jennifer. Personne n'entrait dans cette chambre, sauf les membres du personnel que nous connaissions. Si jamais l'homme était déterminé à la tuer, elle aurait besoin de protection. On ne savait pas à qui on avait affaire. Les autorités se préparent pour le pire, au cas où le prédateur s'en prendrait à Jennifer ou à un autre enfant. C'est une pulsion incontrôlable. Le genre de fantasme sexuel qui dépasse l'entendement. On était très inquiets. On était en territoire inconnu et ça nous mettait mal à l'aise. Allait-il récidiver? Le 11 août 1990. À l'hôpital de Galveston, Jennifer Schuett, 8 ans, lutte contre la mort après avoir été trouvée dans un champ en friche, nue, la gorge tranchée, victime d'une agression sexuelle. On a informé les parents de Jennifer que si elle survit, elle pourrait rester muette. Sans le témoignage de Jennifer, il est presque impossible pour les enquêteurs de retrouver son agresseur. Mais la police de Dickinson, au Texas, est déterminée. Il y a toujours un indice. Il y en a toujours un sur le lieu du crime, mais il faut le trouver. C'est ça qui est difficile. Trouver des éléments de preuve et savoir s'en servir pour identifier les criminels. Les enquêteurs fouillent l'endroit où on a trouvé Jennifer. Grâce à une lampe à rayons ultraviolets,
Le technicien en scène de crime John Pruitt découvre des fibres de coton microscopiques tout près de l'endroit où on a abandonné la victime. Je me suis demandé si l'individu avait arraché ses propres vêtements. Était-il si résolu à lui faire du mal qu'il aurait déchiré ses propres vêtements? Ces fibres étaient donc un élément important, à condition qu'on trouve quelque chose qui y correspondait. La police élargit la zone de ses recherches et trouve 2 rues plus loin le haut de pyjama rose de Jennifer ainsi que ses sous-vêtements de coton. Dispatch, I need a forensics unit at the intersection of Holmes and Unicorn. I've got some evidence to be collected. Ses effets sont recouverts d'un t-shirt d'homme bleu pâle et d'un caleçon masculin. Aujourd'hui, c'est le genre de preuve tangible qu'on aime découvrir. Pour les enquêteurs, c'est comme gagner le gros lot. Mais à l'époque, les techniques d'analyse de l'ADN n'en sont qu'à leur début. En 1990, plusieurs personnes ne savaient même pas ce qu'était l'ADN. Le service de police de Dickinson envoie les vêtements aux spécialistes de l'analyse d'ADN du pays. Le laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie. Le laboratoire du FBI recourait à l'analyse d'ADN depuis 2 ans. À l'époque, il fallait une assez bonne quantité de liquide corporel. Disons une tache de sang ou de sperme de la grosseur d'une pièce de 25 cents. Tandis que les enquêteurs attendent les résultats de l'analyse, ils redoublent d'efforts pour trouver une piste. Mais un événement inattendu les aidera. Grâce aux soins de l'infirmière Sharon McBride, l'état de Jennifer s'améliore. Plus elle prend des forces, plus elle semble impatiente de commis son nom. Dennis. La police fait parvenir le portrait robot aux médias dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse l'agresseur de Jennifer ou sa voiture. Les appels abondent, mais sont non concluants. C'était assez frustrant. Chaque fois qu'on pensait se lancer sur une piste valable, on finissait par être dans l'impasse. Mais un autre événement surprendra tout le monde. Frustrée de ne pas pouvoir avoir de bonbons, Jennifer tente de crier et émet un son. Doctor! Doctor! She just made a noise! Contrairement aux prédictions des médecins, Jennifer se remet à parler. Tout le monde avait les larmes aux yeux quand elle s'est mise à parler. C'était un vrai miracle. Jennifer fait le récit de ce qui lui est arrivé dans les moindres détails, qui sont d'une grande atrocité. Ma mère et moi, on est allés au lit ensemble comme d'habitude. C'était la routine. Pendant mon sommeil, ma peau me démangeait à cause de piqûres de moustiques. Et je me suis mise à donner des coups à ma mère. Elle m'a demandé d'aller me coucher dans mon lit. Je suis allée dans ma chambre. J'ai sorti mes livres et ma tirelire. Je me suis endormie dans mon lit, la lumière allumée. Vers 2h30, dans la noirceur de la nuit, l'impensable se produit. Un inconnu s'est glissé par la fenêtre de la chambre de Jennifer au rez-de-chaussée. Je me rappelle que j'avais l'impression de rêver que j'étais dans les bras de quelqu'un qui courait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme que je ne connaissais pas. J'ai voulu crier, mais il a mis sa main sur ma bouche et mon nez. Ils sont montés dans la voiture de l'homme, puis sont partis. Dans la voiture, l'agresseur a tenté de convaincre Jennifer qu'il faisait partie des forces de l'ordre. Elle l'a cru. J'avais 8 ans.
On nous apprend à faire confiance aux policiers. Mais j'étais aussi très curieuse. Je posais beaucoup de questions. Je voulais toujours tout savoir. En voiture, ils ont traversé plusieurs kilomètres de zones résidentielles. Ils ont même passé devant la maison de ses grands-parents. J'ai vu leur voiture dans l'entrée. Je lui ai dit qu'il pouvait me déposer là. Il a répondu « Non, il n'y a personne » et il a continué de rouler. Il a fini par s'arrêter à l'école primaire où allait Jennifer. Il s'est garé dans le stationnement et s'est mis à me parler de la Lune. Il a dit que lorsque la Lune serait d'une certaine couleur, ma mère viendrait me chercher. Je me rappelle qu'il m'a offert des bonbons, mais j'ai refusé évidemment, parce qu'on nous apprenait à l'école qu'il ne fallait pas accepter de cadeaux des étrangers. Puis, l'homme a roulé jusqu'à un champ plus loin sur la rue. Là, il m'a dit que son arme était sur le siège arrière. Je me suis penchée pour regarder. Il a arraché ma culotte et m'a violée sur le siège avant de la voiture. Jennifer perd connaissance. Quand elle se réveille, on la tire par les chevilles dans un champ. Quand il a arrêté de me tirer, j'ai ouvert les yeux, mais je les ai immédiatement refermés pour faire la morte. Il a lâché mes jambes et m'a abandonnée sur un nid de fourmis de feu. Ensuite, il est parti. Jennifer veut appeler à l'aide, mais ne réussit ni à bouger, ni à crier. Je n'étais même pas capable de soulever la tête. Je ne savais pas qu'il m'avait tranché la gorge. J'ignore comment, mais j'ai trouvé la force de porter la main à mon cou. Et j'ai senti une plaie béante. Je me suis mise à prier pour ma famille. J'étais en paix. Je ne me souviens pas avoir eu peur à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que j'allais mourir. Mais contre toute attente, Jennifer survit et retrouve la voix. Pendant plusieurs mois, elle suit un programme de rééducation et elle doit respirer par un tube pendant presque toute sa 3e année scolaire. Mais les cicatrices ne sont pas que physiques. Au début, j'étais terrifiée. J'avais même peur des hommes médecins. Pour moi, tous les hommes auraient pu être mon agresseur. Et j'avais peur qu'ils reviennent pour m'achever. Je n'arrivais pas à m'enlever ça de la tête. Comme sa voix a été épargnée, elle s'en sert pour surmonter sa peur. J'ai beaucoup parlé de l'agression. J'en ai parlé ouvertement à quiconque voulait m'écouter. J'ai l'impression que ça a été la meilleure des thérapies. Les policiers de Dickinson sont soulagés de voir Jennifer retrouver la santé, mais savent que son agresseur, un prénommé Dennis, est toujours en cavale. Et d'après ce que Jennifer a dit, il pourrait s'agir d'un policier. Quelques semaines après son enlèvement et s'être fait trancher la gorge, la jeune Jennifer Schuett, 8 ans, a retrouvé la voix comme par miracle. Elle informe les autorités que son agresseur prétendait être policier et cette possibilité les effraie énormément. C'est le cauchemar de tout parent. Parce que les parents disent toujours à leurs enfants « Faites confiance aux policiers ». Et voilà qu'un type dit à une fillette qu'il est policier avant de l'agresser. C'est troublant. Pire encore, le laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie, n'est pas en mesure de procéder à l'analyse de l'ADN. Les taches sur les vêtements masculins trouvés près de ceux de Jennifer sont trop petites.
Mais les fibres trouvées sur le lieu du crime correspondent à celles des sous-vêtements d'un homme retrouvé à 2 rues de là. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut établir un profil génétique avec des échantillons bien plus petits. On ne dépend pas de taches de sang ou de sperme de dimensions considérables. On peut même établir un profil génétique à partir des cellules de la peau. Parmi les vêtements, ils trouvent 2 poils pubiens provenant d'un homme blanc. Mais compte tenu des limites de la technologie de l'époque, les analystes craignent qu'une analyse des poils compromette l'enquête. Il fallait prendre une décision. Allait-on risquer de perdre les 2 seuls éléments de preuve en notre possession, soit les 2 poils pubiens, en essayant d'en extraire le code mitochondrial? En 1990, l'échec d'une telle extraction entraînait la destruction permanente des échantillons. Les enquêteurs décident enfin de remettre l'analyse à plus tard, lorsqu'il y aura un suspect potentiel. Il y avait tous ces éléments de preuve qu'on avait recueillis sur les lieux du crime et on avait les mains liées. Cet individu parcourait librement les rues à la recherche d'une autre victime et on ne pouvait rien faire. Mais en 93, il y a un revirement de situation. La police a une nouvelle piste lorsque Jennifer, maintenant en 5e année, lit le journal et y voit la nécrologie d'un homme qui ressemble à son agresseur. L'homme était décédé en prison. Et il s'avère qu'il allait à l'école secondaire avec la mère de Jennifer. Sa mère est enfin arrivée à la conclusion que ça devait être lui. Il me connaissait, alors c'était sûrement lui. Les enquêteurs songent à analyser les poils pubiens trouvés dans les vêtements afin de comparer l'ADN. Mais cette opération détruirait les éléments de preuve. Ils apprennent que le suspect a été tué lors d'une bagarre dans la prison et qu'il a déjà été enterré. On n'avait pas d'échantillon pour procéder à un test de comparaison, mais en apprenant son groupe sanguin, on l'a éliminé de la liste des suspects. Les jours passent, puis les mois. L'enquête est au point mort. Il faudra attendre 18 ans avant que l'affaire connaisse un tournant majeur. Pendant 18 ans, le prédateur violent est en liberté. En janvier 2008, le service de police de Dickinson affecte l'enquêteur Tim Cromie à l'examen des dossiers des affaires non résolues, dont celui de Jennifer. L'affaire était restée en suspens pendant 18 ans. Je connaissais plusieurs des enquêteurs qui y avaient travaillé, mais je préférais ne pas leur demander leur point de vue, question d'aborder la chose avec un regard neuf. Il demande l'aide d'une connaissance de l'agence permanente du FBI à Texas City, l'agent spécial Richard Renison. L'agent Renison est spécialisé dans les crimes les plus haineux, ceux commis contre les enfants. Rien que de penser à une fillette de 8 ans abandonnée dans un champ couverte de fourmis après avoir été violée, c'est trop horrible. C'est épouvantable. Les enquêteurs passent les éléments de preuve en revue et tirent des conclusions relativement à l'agresseur. Tim et moi étions d'avis qu'il s'agissait de quelqu'un qui connaissait la région, en particulier parce que l'appartement de Jennifer était situé à moins d'un demi-kilomètre de l'autoroute 45, l'autoroute principale entre Houston et Galveston, alors que Jennifer a été retrouvée dans la direction opposée de l'autoroute, plus à l'intérieur de Dickinson, dans un endroit en retrait qui n'avait qu'un point d'accès. Les enquêteurs élaborent aussi des théories pour expliquer pourquoi l'agresseur n'a toujours pas été arrêté. On se disait qu'il avait peut-être fui la région, ou qu'il était mort, ou encore qu'il avait été emprisonné pour un autre crime, mais on ne savait pas. Fait surprenant, ils découvrent que l'élément de preuve principal, les vêtements trouvés sur le lieu du crime 18 ans plus tôt, est conservé en parfait état dans une pièce du bureau du shérif du comté de Galveston.
La conservation de ces éléments s'est faite selon les règles de l'art. Les enquêteurs avaient l'impression que la clé pour résoudre l'enquête se trouvait dans les vêtements, ici même, dans le comté de Galveston. Les éléments de preuve sont vieux et l'ADN se détériore rapidement lorsqu'il est en contact avec l'humidité. Mais les techniques d'analyse de l'ADN ont fait d'énormes progrès depuis le début des années 1990 et il y a toujours des chances, aussi minces soient-elles, qu'ils soient récupérables. Les enquêteurs envoient les vêtements au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie, aux fins d'une nouvelle analyse. Tandis qu'il attend les résultats de l'analyse d'ADN, l'enquêteur Tim Cromie apprend que le FBI affectera de l'aide supplémentaire à l'affaire. L'escouade CARD, spécialisée dans les enlèvements d'enfants. C'est une très bonne nouvelle pour Jennifer, qui assiste activement les enquêteurs en leur faisant part de tout souvenir qui leur permettrait de mettre la main sur le prédateur. Je voulais pouvoir le confronter en salle d'audience. Je voulais qu'il comprenne qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à la fillette de 8 ans que j'étais. Le FBI demande à une dessinatrice de portraits robots de travailler avec Jennifer à un portrait vieilli du suspect qui disait s'appeler Dennis. Jennifer participe à une émission de télévision sur la lutte contre la criminalité. Le FBI offre une récompense de 10 000 $ pour des renseignements. On espérait qu'une personne qui serait au courant du crime, à qui l'agresseur l'aurait raconté, n'aurait plus peur de nous parler aujourd'hui. Mais leur démarche est infructueuse. L'espoir semble reposer entièrement sur des éléments de preuve qui sont restés dans une boîte pendant 18 ans. Plus le laboratoire tardait à nous faire part des résultats, plus je perdais de mon optimisme. Mais en septembre 2009, 19 ans après que Jennifer Schuett eut été enlevée, violée et laissée pour morte, les enquêteurs se lancent enfin sur la piste qu'ils attendaient. Le laboratoire d'analyse génétique de Quantico a réussi à établir un profil à partir des échantillons biologiques trouvés sur l'élastique du caleçon d'homme. Vu la vieillesse des vêtements, c'est un miracle qu'il ait réussi à établir un profil. Mais on ne parlera vraiment de miracle que si le laboratoire trouve une correspondance d'ADN. Un profil indique qu'on a décodé l'ADN d'une personne, mais on ne sait pas qui, on ne connaît pas son nom. C'est l'ADN d'une seule personne parmi les 300 millions qui se trouvent aux États-Unis. C'est l'ADN d'une seule personne, mais laquelle? Les techniciens entrent le profil dans une base de données nationale renfermant le profil d'ADN de plus de 6 millions de contrevenants connus. Ils trouvent un seul profil correspondant. Il était 2h30 du matin. Le téléphone a sonné. C'était Tamira Moretti qui appelait pour me dire qu'ils avaient trouvé une correspondance d'ADN. Je me rappellerai toujours cet instant. C'est incroyable qu'on ait pu le trouver. Le profil correspond à celui établi à partir d'un échantillon prélevé sur un homme reconnu coupable d'enlèvement en 1997 à Hot Springs, en Arkansas. Il s'appelle Dennis Earl Bradford. Quand j'ai appris qu'on savait où il se trouvait, je me suis tout de suite demandé comment prouver qu'il était à Dickinson, au Texas, 19 ans plus tôt. Près de 20 ans après l'enlèvement et le viol d'une fillette de 8 ans, Jennifer Schuett, les enquêteurs ont enfin un suspect dans leur mire. L'analyse d'ADN a permis d'associer les éléments de preuve à un homme de 40 ans, Dennis Earl Bradford. Ce nom ne nous était pas familier. Il n'avait jamais figuré dans le dossier de l'enquête. Avant ce jour-là, c'était un parfait étranger.
L'enquêteur du service de police de Dickinson, Tim Cromie, et l'agent spécial Richard Renison sont impatients d'en savoir plus sur ce mystérieux suspect. Il fallait démontrer qu'il se trouvait à Dickinson à ce moment-là, qu'il était possiblement l'auteur du crime et que la correspondance de son profil d'ADN n'était pas le résultat d'une erreur humaine ou administrative. À première vue, Bradford semble être un citoyen exemplaire. Il travaille comme soudeur à Little Rock, en Arkansas. Il est marié et a des enfants. Plusieurs aspects de sa vie laissaient croire qu'il était un homme normal, avec un sens de la famille. Mais Bradford a un passé en dents de scie, ainsi que des racines à Dickinson, au Texas. Bradford est allé à l'école secondaire à Dickinson, et les rapports d'arrestation indiquent qu'il a été cité à comparaître pour infraction au code de la route 3 ans avant l'enlèvement de Jennifer. Les policiers cherchent son ancienne adresse et remportent la cagnotte. Comme adresse résidentielle, il a indiqué un appartement adjacent à celui de Jennifer, à 200 mètres en ligne droite en fait. Les autorités obtiennent le permis de conduire de Bradford et sont stupéfaits de constater à quel point la photo ressemble au portrait robot que la dessinatrice avait réalisé avec l'aide de Jennifer presque 20 ans plus tôt. Après tant d'années, on a tendance à douter de soi, surtout quand il n'y a pas de piste majeure ou de suspect. On se dit, est-ce que je me rappelle vraiment de quoi il avait l'air? Mais finalement, tout ce que j'avais dit dès le début était vrai. Les enquêteurs apprennent aussi que Bradford a déménagé à Hot Springs, en Arkansas, 4 jours après que Jennifer eut été attaquée. Mais il a été incapable de refouler son comportement sexuel déviant. En 1996, Bradford est arrêté pour enlèvement et agression sexuelle contre une femme de 35 ans qu'il a rencontrée dans un bar. La victime a déclaré aux autorités que Bradford était très insistant. Il a offert plusieurs fois pendant la soirée de lui payer un verre, mais elle a refusé. Plus tard, elle a fini par accepter son invitation. À la fermeture du bar, la femme a accepté de faire un tour en voiture avec Bradford pour écouter de la musique. Il a roulé jusqu'à un cul-de-sac sur une route de terre et il l'a attaquée. Bradford l'a agressé sexuellement. Il lui a tranché la gorge, mais superficiellement. Il a tenté de la noyer en lui enfonçant la tête dans un ruisseau, mais pour une raison qui nous échappe, il s'est arrêté. Il l'a nettoyé un peu, puis est parti. La femme a retenu le numéro de la plaque d'immatriculation et a signalé l'agression à la police. Le jury n'a pas reconnu Bradford coupable de viol, mais l'a condamné à 12 ans de prison pour enlèvement. Après sa condamnation, l'ADN de Bradford a été intégré dans une base de données nationale. Bradford a purgé 3 ans de sa peine avant d'être mis en liberté conditionnelle en février 2000. Il a alors déménagé à Little Rock et a entamé sa vie d'homme libre. Mais le FBI est sur le point d'y mettre fin. L'enquêteur Cromie et l'agent Renison élaborent un plan en collaboration avec le service de police de North Little Rock. On met Bradford sous surveillance afin de connaître sa routine. Et on annonce enfin à Jennifer qu'une arrestation est imminente. Ils n'ont répondu à aucune de mes questions. Ils ne voulaient pas que je sache où ils allaient, ils ont refusé de me dire son nom. Ils me connaissaient.
Il savait bien que je serais dans l'avion en route pour l'Arkansas. Le 13 octobre 2009, les autorités contraignent Dennis Bradford à se ranger alors qu'il se rend au travail en compagnie de sa femme. On préférait que les patrouilleurs lui disent qu'il y avait un mandat non exécuté contre lui. En fait, c'était vrai. On ne lui a tout simplement pas dit que c'était pour tentative de meurtre qualifiée au Texas en 1990. C'était enfin terminé. Jennifer serait en paix. Elle n'aurait plus à s'inquiéter, à toujours être sur ses gardes. Du moins, c'est ce que croient les policiers. Mais la quête de justice de Jennifer prendra une tournure imprévue. Âgée de 27 ans, Jennifer Schuett a attendu près de 20 ans qu'on arrête l'homme qui l'a violemment agressée et laissée pour morte quand elle était enfant. Le 15 octobre 2009, son agresseur, Dennis Bradford, est extradé vers le Texas. Et Jennifer se retrouvera face à face avec lui. L'enquêteur Cromie et moi avons conduit M. Bradford de l'aéroport au poste de police de Dickinson, où Jennifer nous attendait. Jennifer a peine à croire qu'on détient son agresseur. Elle veut le voir de ses propres yeux. On place Bradford dans une cellule avec un miroir sans teint. Je n'ai pas pleuré. J'avais simplement du mal à croire que l'homme que je recherchais depuis 20 ans était là, devant moi. C'était un moment plein d'émotions. Et c'est Jennifer qui réconfortait tout le monde, qui nous disait que tout irait bien. L'enquêteur Cromie m'a murmuré à l'oreille. Je t'avais dit qu'on l'attraperait. C'était le plus beau jour de ma vie. Bradford est accusé de tentative de meurtre qualifié, un crime passible d'emprisonnement à vie à la suite d'un verdict de culpabilité. Dans l'attente du procès, l'enquêteur Cromie et l'agent Renison interrogent Bradford au sujet de l'agression. Bradford ignore que les deux hommes suivent les conseils d'agents de l'escouade d'analyse comportementale. On ne lui a pas dit que l'ADN l'incriminait. On lui a seulement demandé s'il connaissait Jennifer. Il a répondu oui. Puis ça a été la dégringolade. À leur grande surprise, Bradford avoue tout. She was innocent. And I was a sick, deranged, beat up little punk. Il ajoute qu'il s'était exhibé devant des femmes quelques heures avant l'agression. I do remember getting out of the car, and I walked over to this window. Don't know why. And I just peeked in. Il révèle une autre chose étonnante. 2 jours après l'attaque, il a tenté de se suicider. Et a abouti à l'hôpital où se trouvait Jennifer. Une infirmière est entrée dans la chambre d'hôpital. Il y avait un téléviseur dans un coin. Et au moment où l'infirmière s'est mise à lui poser des questions, une émission à la télé présentait l'affaire Jennifer Schuett. Il a dit qu'il en avait eu des frissons. Il était assis tout près de l'infirmière à regarder sa photo et il craignait qu'elle le reconnaisse. Mais comme il avait rasé sa moustache, Bradford n'a pas été repéré. Il étonne les enquêteurs en leur demandant ce qui est advenu de la petite fille.
Quand ils ont dit qu'elle était en vie, il s'est mis à pleurer. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'il jouait à la comédie. J'ai beaucoup de mal à croire, après toute la couverture médiatique qu'a reçue Jennifer Schuett au cours des années, qu'il ignorait qu'elle était en vie. Jennifer attend le procès. Elle voudrait fixer Bradford dans les yeux et lui dire à quel point son geste a changé sa vie. Mais ce jour ne viendra jamais. Sept mois après son arrestation, le 10 mai 2010, les gardiens de la prison du comté de Galveston trouvent le corps de Dennis Bradford pendu dans sa cellule au bout d'une corde de fortune. Je me sens trompée, comme si on m'avait ravi ce moment alors qu'il était à portée de main. C'est assez récent et j'en suis encore bouleversée. Alors j'ai du mal à en parler, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je voulais que les choses se passent. Je suis en colère, vous comprenez? Jennifer a toutefois appris à vivre avec d'autres conséquences. J'ai toujours voulu une grande famille. Mais j'ai su qu'à cause de l'agression, je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'en avais le cœur fendu. Mais je ne peux rien y faire. Je ne peux qu'aller de l'avant et rester positive. Malgré tout, Jennifer fait preuve de compassion. Elle a même rencontré la famille de Bradford. Ses enfants sont aussi des victimes. Tous les membres de sa famille le sont. Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est produit. Je tenais à ce qu'ils sachent que je ne leur en veux pas. Jennifer a complété une formation de 15 semaines à l'intention des citoyens auprès du service de police de Dickinson. Elle est de retour à l'université où elle étudie la criminologie. Et elle continue à faire connaître son histoire en donnant des conférences. Chaque année, il y a des milliers de nouvelles victimes comme Jennifer. Malheureusement, bon nombre d'entre elles ne survivent pas. Mais je crois que Jennifer réussit à donner un peu d'espoir aux personnes qui ont été victimes d'un crime horrible. Elle est la preuve que la vie continue. Elle ne manque jamais de reconnaître le mérite des enquêteurs qui l'ont accompagnée dans sa lutte pour la justice. Je leur suis reconnaissante d'avoir accepté mon implication. Je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin de moi, comme moi j'avais besoin d'eux. Chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle se rend compte que son courage est devenu à toute épreuve. Il y avait un être supérieur qui veillait sur moi. C'est la raison pour laquelle j'ai survécu. Étendue dans le champ cette nuit-là, j'étais persuadée que j'allais mourir. Mais ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a une raison pour ça. On m'a redonné ma voix et je vais m'en servir. Jennifer sait bien qu'elle aurait pu être réduite au silence à tout jamais si ça n'avait été de Sharon McBride, l'infirmière qui a encouragé la fillette de 8 ans à communiquer avec la police, même si elle était incapable de parler. Je n'étais pas consciente que j'avais eu un tel effet sur elle. Je pleure chaque fois que j'y pense. C'est pour ça que je suis devenue infirmière. Chacun de nous s'est investi personnellement dans cette affaire. Parce que ça ne se passait pas seulement ici, mais dans le cœur aussi.